Je monte sur le podium et présenter ma conférence. Monsieur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème technique, vous savez. Le problème technique, il croyait que j'allais vérifier le micro. J'ai dit non, je viens parler. Je suis né à un endroit assez éloigné d'ici, en Éthiopie, à 3000 mètres d'altitude, un endroit qui s'appelle Wenchi. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voiture, pas d'école. Et comme perspective de vie, il n'y avait pas beaucoup de choix. Je pouvais être berger de haute montagne ou bien fermier. J'étais à la vraie école, l'école de la vie, l'école de la nature, parce que je pouvais faire beaucoup de choses que les enfants dans une ville ne peuvent pas faire. Comprendre les bêtes et voir le changement de climat, et les montagnes. Vers l'âge de 10 ans, j'ai perdu un frère qui avait 21 ans. Et son état s'est dégradé, il est mort. Et alors pour moi, c'était quelque chose d'absolument inacceptable. Et je me suis demandé pourquoi cet homme, dans la fleur de l'âge, pouvait mourir sans qu'on puisse expliquer. Alors j'ai toujours recherché à savoir pourquoi il était mort. On m'a dit qu'il y avait moyen d'apprendre une science qui s'appelle la médecine, et peut-être cela pouvait expliquer pourquoi mon frère était mort. Donc c'était la motivation. Et à 12 ans, je pense avoir fait le tour de tout ce que je pouvais apprendre. Et des personnes qui sont venues de la grande ville, à 150 km de là, m'ont dit qu'il y avait une école structurée où on pouvait apprendre à lire, à écrire. Et donc j'ai quitté mon milieu rural, mes parents, mes montagnes, mes bêtes. Et je suis allé à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, pour commencer l'école moderne. On m'a dit par hasard qu'il y avait une bourse d'études en Belgique. J'ai quand même dit, voilà, je vais aller en Belgique. Ils étaient un peu contre dans la mesure où je ne parlais pas un mot de français. J'ai dit non, je ne veux pas apprendre le français. Dans une école, je vais apprendre le français en même temps que la médecine par moi-même. Et alors tout le monde disait que j'étais fou de faire ça. Si je peux connaître le français en même temps que la médecine, ce sera quelque chose de bien. Et en même temps, ça veut dire que j'étais capable de le faire. J'arrive à Bruxelles, le premier pays européen que je vois. C'est un choc. D'abord le climat, et puis les gens que je vois. Une horde de personnes comme ça qui courent, je ne sais pas après quoi, qui ont la tête, qui tirent la tête, qui sont fâchés, je ne sais pas contre quoi. Et plus le climat qui change tout le temps. J'arrive à Liège, je demande un taxi pour conduire au campus de l'université de Liège. Donc un petit paysan éthiopien avec ses valises, qui ne parle pas un mot de français. Je me trouve chez la secrétaire de l'université. Je dis voilà, je viens pour étudier la médecine. Donc évidemment, c'est assez comique, quoi. Je me suis mis à étudier le français, c'était la première chose importante. Donc j'ai acheté un dictionnaire français anglais. J'ai appris le français en temps record aussi. Après 3 mois, je pouvais quand même comprendre des choses qui se disaient au cours de médecine. Une personne obèse, un infirmière de service, m'a supplié, vraiment forcé à ce que je m'intéresse à son cas, parce qu'elle était obèse, handicapée quasiment à cause de l'obésité, et elle ne pouvait pas trouver de solution, elle avait fait des régimes, etc. Elle m'a demandé de l'opérer, alors que l'opération de la chirurgie, de l'obésité n'existait pas, quasiment pas en Belgique. Je me suis documenté avec des collègues, des amis.
Un chirurgien du centre hospitalier de Huy, précisément, a mis au point une technique très particulière, une opération à l'estomac guidée par l'intérieur au moyen d'une caméra de télévision. Et après, ça a fait le tour du monde. Et j'ai fait le tour du monde pour enseigner cela aux États-Unis, en Australie, en Europe et un peu partout. Moi, je suis quelqu'un qui est très modeste, donc je ne cherche pas la gloire. C'est juste le travail bien accompli qui m'intéressait. J'étais heureux de mon instinct de bonheur et ça s'est arrêté là. D'abord, Belachev, donc ça a une consonance soviétique, plutôt slave. Il y a eu pas mal d'exemples de quiproquos de ce genre. C'était un obèse, donc il me dit non, mais il veut voir Dr Belachev. Alors de nouveau, je comprends évidemment ce problème. Je dis écoutez, je suis Dr Belachev, je suis à votre disposition, je vais vous écouter. Il dit non. Je ne suis pas venu tout ce chemin, dépenser tout cet argent pour venir voir un Africain. Moi, je dis pas de problème. Monsieur, vous pouvez partir. J'ai d'autres patients qui attendent. Je m'occupe de mes autres patients. Et voilà, ça, ce sont des choses qui ne m'affectent pas personnellement. C'est le racisme stupide et des préjugés. Et donc j'ai plus pitié pour des personnes qui sentent ça parce que c'est l'ignorance qui fait ça. Mais enfin bon, ça existe. Et ça fait partie de notre monde, malheureusement. L'Argentine a un bonheur inestimable pour moi-même. Donc, quand on doit aider quelqu'un qui est dans le besoin, je pense qu'on en tire beaucoup de bénéfices soi-même, de bonheur. Il faut essayer de leur dire que tout est possible si on a de la volonté. S'ils veulent faire quelque chose qui est concret, dont ils ont vraiment envie, c'est donner la moyen d'y arriver. Il ne faut pas se dire que ce n'est pas possible, il ne faut pas se décourager. Voilà, c'est le message. J'y ai mis mon effort pour dépasser les obstacles qui se dressaient devant moi, la langue, la culture, etc. Et quand on dit que l'immigration, c'est le fléau, c'est le mal de tous les pays, c'est une erreur. Et moi, je suis un exemple d'une réussite d'immigration. Je ne suis pas le seul. C'est gagnant-gagnant et cet esprit doit être souligné quand même. C'est la solution de l'avenir, c'est la mixité, comme ça, le mélange des cultures.